Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous avez la parole, chers collègues. Je suis le dernier. Tout a été dit, mais cela n'empêche que je revienne sous d'autres formes. Monsieur le Président, je félicite les deux collègues qui ont réfléchi abondamment et qui ont produit un travail appréciable. Cependant, comme tout le monde l'a dit, quel serait les sorts de cette réflexion, tenant compte du calendrier de l'agenda parlementaire qui s'assied sur la navette parlementaire. Donc nous avons une difficulté quand on aura clôturé. Mais cela étant, comme c'est une matière importante, je crois qu'en 2024, on pourra y revenir. Monsieur le Président, le souci du Président de la République a reposé sur deux choses. Nous avons, selon lui, la justice et l'instabilité des institutions provinciales. Deux choses, il a insisté là-dessus. Et comme il a insisté là-dessus, et d'ailleurs, les collègues sont revenus sur certaines propositions que le chef de l'État a émises librement, mais c'est vrai qu'il sait qu'il y a une barrière, c'est la Constitution. On ne peut aller au-delà de ça, sinon on risque de toucher à la Constitution. Je fais quand même quelques observations. Pour le premier cas, le rapport entre le gouverneur et le vice-gouverneur. La loi électorale dit que s'il y a une motion contre le gouvernement, une motion de censure, c'est tout le gouvernement provincial qui tombe avec le gouverneur et le vice-gouverneur. Et que le vice-gouverneur fait l'intérim, mais s'il y a élection, tous deux passent aux élections. Cependant, si le vice-gouverneur tombe, il tombe seul. Le vice-gouverneur ne bénéficie pas de l'effet de suppléance, mais il subit les effets des colistiers. Parce que le vice-gouverneur n'est pas le suppléant du gouverneur, il est son colistier. Ce qui fait malheureusement qu'avec les questions de fonction, comme le vice-gouverneur n'a pas de fonction, et qu'il y a des cas que je ne peux pas citer ici parce que les gens sont dans la salle, nous avons des cas où le vice-gouverneur pousse son vice à tomber en instrumentalisant les assemblées provinciales. Ces cas sont arrivés. De la même manière, il y a des cas où les vice-gouverneurs instrumentalisent également les assemblées provinciales pour que le gouverneur tombe. Donc, il faut trouver un mécanisme qui permette le travail dans la solidarité au niveau de l'exécutif provincial. Mais c'est assez difficile dans ces cas-là, mais il faut toujours réfléchir. Malheureusement, en réfléchissant, nous avons la barrière de la Constitution qui pose problème. Mais on va continuer à réfléchir en 2024. L'autre cas, c'est le rapport entre les bureaux des assemblées provinciales et les plénières. Il faut que ces cas-là soient relevés dans la loi. Parce que il arrive deux fois, nous avons pris les cas de Kinshasa, où la plénière tente plusieurs fois à faire tomber le président et que cela ne marche pas. La loi parle d'incompétence. Mais en principe, pour faire tomber le bureau, ça ne devait pas être l'incompétence, c'est une décision politique.
Même quand nous renversons le bureau au niveau du Parlement, Assemblée nationale ou au Sénat, ce n'est pas un parrain. Maintenant, Pardon? Maintenant, vous pensez? Vous dites? Vous pensez encore maintenant? Non, je suis en train de réfléchir à autre chose. J'ai dit que quand on renverse le bureau, ce n'est pas par incompétence. Mais la loi pas d'incompétence. C'est plutôt des raisons politiques qu'on renverse les bureaux. Alors je voudrais qu'on ait conséquence derrière le doigt, qu'on dise carrément que pour des raisons politiques, on peut renverser les bureaux et puis on y va. Bon. Mais la solution à toutes ces questions, nous en avons vécu. Mon parti politique en a souffert pour la ville de Kinshasa. Ah, vous savez quelque chose? Vous entrez dans ma pensée. Ce que je veux dire, c'est ça, parce que c'est. Pour régler toutes ces questions, il faudrait que la loi, dans la loi que l'on dise, ne peut être candidat au gouverneur que si on appartient dans un parti politique et la majorité parlementaire. Il faut qu'on le dise dans la loi. Et il en est de même pour le président de l'Assemblée provinciale. Parce qu'un parent ne peut pas bouffer son fils. Je vous donne les cas toujours de la ville de Kinshasa, que ce soit en 2006, que ce soit en 2018. En 2006, mon parti avait la majorité, en fait, pas au sens de majorité effective, mais mon parti avait beaucoup de députés provinciaux, 22 sur le gouvernement. Le bénéficiaire est ici. Je t'ai dit, pas la majorité, mais non, mais 22 députés provinciaux sur 44, plus 4 comptés. Je suis d'accord avec vous. C'est vous qui avez la parole, cher collègue Guérin, vous continuez. Je ne citerai pas les noms. Vous n'avez pas la parole. C'est-à-dire que dans cette situation-là, le parti politique qui a un grand nombre de députés provinciaux était capable de faire passer un gouvernement. Par contre, il a fait passer des sénateurs. Mais quand je reviens en 2018, c'est beaucoup plus catastrophique. Le cas est beaucoup plus patent. Nous avons un parti politique qui a 12 députés provinciaux, qui n'a sorti ni gouverneur ni sénateur. Mais il faut que nous puissions le voir. Et la conséquence, c'est quoi? Cette instabilité-là revient à tout moment parce que ce soit le président de l'Assemblée provinciale, que ce soit le gouverneur, n'a aucune majorité. Parce qu'il suffit que la majorité qui a mal fonctionné, le nombre élevé de députés qui ont mal travaillé, s'ils font alliance avec les autres, c'est le cas du MNC, on était 22, on a fait alliance avec 3 de la Banco. Ces 3-là nous ont roulé, malheureusement ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc il faudrait que cela ressorte clairement dans la loi pour dire qu'elle ne peut être candidat gouverneur ou président de l'Assemblée que si l'on a un nombre élevé de députés provinciaux. Nous, en 2018, nous avons proposé un candidat gouverneur de la province orientale. Nous n'avions pas de députés provinciaux. Nous avons échoué, nous avons accepté notre échec et c'est correct, ça doit fonctionner comme ça. Il est anormal, il est inadmissible qu'on n'ait pas de députés provinciaux et qu'on soit élu gouverneur parce que la conscience va se réveiller. Quand la conscience se réveille, et à ce moment-là, les concernés vont également se réveiller. Ensuite, parce que les lois règlent les questions de société par rapport à l'observation de ce que nous avons vécu, les cas d'actualité maintenant, c'est les cas de demande de levée d'immunité des membres du bureau des assemblées provinciales. C'est une erreur, il faut que nous fassions ressortir dans la loi. Les assemblées provinciales mettent en accusation et que c'est le juge qui vient demander la levée des immunités par la procédure contradictoire. Donc, vous pouvez lever l'immunité du président du bureau, la justice ne l'appelle pas, et il fait quoi? La levée d'immunité est un moyen, mais ce n'est pas un objectif. Donc, il faudrait que nous puissions faire ressortir dans la loi que si on reproche à un gouverneur, plutôt à un président de l'Assemblée provinciale tel ou tel motif, détournement, il faut documenter, envoyer à la justice. Les juges ont l'opportunité
de venir solliciter la levée ou pas, parce que vous pouvez envoyer, les juges ne viennent pas. Et à ce moment-là, il va siéger sans immunité, ça ne sert à rien. Donc ces cas-là doivent effectivement ressortir dans la loi. Alors, pour ce qui concerne la taille du gouvernement, l'article 23, tel que vous avez insisté, l'article 30, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction. La Constitution parle de 10 membres du gouvernement provincial. La loi que vous modifiez parle de 10. Les gouverneurs jouent au malin. Ils nomment comment ils appellent, des commissaires, quelque chose comme ça. Et ces commissaires ravissent les attributions du membre du gouvernement. Comment ça se passe? Vous êtes dans la coalition, vous proposez un ministre. Le gouverneur est obligé de nommer un ministre parce que ces députés provinciaux ont participé à son élection. Mais comme il n'a pas confiance en lui, il nomme un commissaire ou quelque chose comme ça, un coordonnateur, il donne ses attributions. À ce moment-là, le ministre ayant ses attributions ne peut pas se plaindre. S'il se plaint et que le gouverneur sait qu'il peut encore mater l'Assemblée provinciale, il est limoge carrément. Alors, donc, je crois que toutes ces questions doivent ressortir. Il faut qu'on trouve un moyen de dire, les budgets aussi en partie. On a besoin de 10 ministres à l'Assemblée provinciale, au gouvernement provincial. Il faut qu'on en ait 10. Si vous dépassez 10, on considère que le gouvernement est tombé, vous reprenez. De la même manière, le membre du gouvernement, comme vous avez insisté au niveau du cabinet de gouverneur ou cabinet de ministre, il faut que ces nombres soient déterminés. Il ne faut pas qu'on puisse bouffer l'argent de la République, l'argent du contribuable, en mettant n'importe qui là-bas, en prenant toute sa famille ou ses amis pour remplir dans le cabinet. Donc, ces questions-là sont des questions importantes qui doivent apparaître dans la loi. Tant qu'elles ne sont pas dans la loi, on applique comme l'on veut. Alors, vous avez parlé des attributions de vice-gouverneur, c'est vrai. À l'époque de 1+4, vous pouvez vous le souvenir, les vice-gouverneurs avaient des attributions. Malheureusement, maintenant on ne le fait pas parce que la loi ne le permet pas. Mais il faut trouver un vice-gouverneur qui n'a rien à faire. S'il est puissant, il peut renverser le gouverneur. Ça c'est sûr. Il faut que le vice-gouverneur trouve quelque chose à faire. Il n'est pas là pour tourner les pouces. Et il arrive des fois où vous avez au niveau de gouvernement provincial, il n'y a aucun conseil des ministres. Et même les édits qui sont promulgués, la loi dit qu'il faut que ça passe au conseil des ministres, ils ne le font pas. Ils éditent, on promulgue. Donc il faut que, je vous dis même que nous avons des politiciens qui n'ont pas la maturité politique, et nous avons également, c'est vrai, dans les assemblées, quelques députés provinciaux qui ne sont pas alertes, mais toutes ces questions-là passent comme ça. Toutes ces questions passent comme ça. Mais si les députés provinciaux sont alertes, à ce moment-là, ils vont relever. Est-ce qu'il y a eu conseil des ministres ou les PV? Quand il y a un conseil des ministres, on va voir la décision a été prise quand, ainsi de suite. Sinon, il faut éviter que les gouverneurs se lèvent le matin, il promulguent un édit, des choses comme ça, où ils modifient certains articles. Donc, moi je pense que pour ne pas violer la Constitution, trouvons un mécanisme pour le faire, mais tout ça, ce sont des relations interpersonnelles. Un gouverneur qui est très bien avec son vice-gouverneur, je pense qu'avant de signer un courrier, il lui demande de paraffer. Nous avons connu à l'Ouattara un DG qui était cool. Vous savez, comme l'honorable Kimbouta l'a dit, les DG n'ont aucune attribution. Hein. Mais ce DG-là, il a dit avant qu'il signe un courrier, il faut que mon vice puisse le signer. Nous avons eu 4 comme PDG à l'Ouattara, il a comme DG, il dit mais avant que je le signe, il faut que vous paraffiez. Et à ce moment-là, quand vous paraffez les courriers, vous avez connaissance de ces courriers. C'est important ces choses-là. Je suis administrateur à l'Ouattara maintenant, mon PCA est parti en voyage, mais il laisse l'intérim. Maintenant, on m'amène un courrier pour que je signe. Je dis, mais je ne vois pas que je ne le signe pas. Parce qu'il faut que je sache comment les choses se sont déroulées, le titulaire n'est pas là. Mais quand je signe, j'engage ma personne. Donc il faut que les informations puissent circuler normalement pour que si le titulaire n'est pas là, l'adjoint engage l'institution en âme et conscience. Donc sinon, vous mettez un vice-gouverneur qui fait qui fasse l'intérim d'un gouverneur,
on lui amène une matière dont il n'a pas la maîtrise, et il est fier que sa signature apparaisse, qu'on voit ici, mais il se met la corde au cou. Grand Président, je crois que c'est ce que j'avais à dire, l'essentiel, ce que devaient dire les autres, ceux qui m'ont précédé. Je crois que le Président a fait exprès pour me mettre dernier, pour limiter mon temps de Monsieur le Président. Oui, ce sont des questions délicates, des questions politiques, mais il est difficile parfois de réglementer ces choses-là, parce que mathématiquement, oui, sur le papier, vous pouvez faire une projection, mais la réalité est tout autre. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.